Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Maître Laurent Denis de vous retrouver pour cette deuxième émission, la matinale de Crédit TV. Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. Alors, ce matin, bonjour Laurent, ça y est, on te voit. Bonjour à tous, c'est un plaisir de retrouver tout le monde, de bon matin. Bien, alors pour cette deuxième émission, avec Laurent Denis, on voulait vous parler d'un sujet ô combien d'actualité, qui est celui de la réforme du courtage, qui occupe les IOBSP et les intermédiaires aussi d'assurance depuis déjà pas mal de temps. Ce qu'on vous propose avec Laurent, c'est de commencer par rappeler les objectifs de la réforme du courtage. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, dans cette réforme du courtage, Laurent, on retrouve 4 objectifs principaux, à commencer donc par assurer la régulation effective du marché. C'est un des premiers objectifs de cette réforme. Deuxième objectif, améliorer les pratiques en commercialisation de contrats complémentaires santé. Donc, ça concerne un petit peu moins les IOBSP, bien sûr. Faire face aux défis de la distribution numérique. Là, évidemment, c'est en écho à tous les sujets de digitalisation de l'activité, de la relation commerciale avec les clients, etc. Et dernier point, et qui est non des moindres, c'est de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d'assurance. Mais finalement, Laurent, là-dedans, on parle assez peu des intermédiaires en crédit. Oui, tu as tout à fait raison, Eric, on voit bien, et puis ceux qui nous écoutent peuvent le lire aussi, t'entendre. On voit bien que c'est des objectifs très flous. Tout ça, c'est très théorique. On voit bien que ces grandes phrases, la régulation, améliorer, en dehors des phrases que tu as citées qui concernent simplement l'assurance, hein, le reste est quand même particulièrement vaseux. Donc voilà le contexte dans lequel on se trouve. Une loi avec des objectifs assez flous. Mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer les effets de cette loi. On va le détailler maintenant. C'est une loi qui va avoir des effets très concrets, y compris sur les intermédiaires de crédit, et en particulier sur les courtiers. On parle de la réforme du courtage. Donc, des objectifs flous, pompeux, assez prétentieux, voire creux, hein, si on veut être désagréable jusqu'au bout. On n'est pas simplement par pur esprit de comédie, on n'est pas désagréable par pur esprit de comédie. On aimerait bien avoir des textes qui disent clairement ce qu'ils visent. On aimerait bien avoir des textes qui mesurent les résultats de leurs objectifs, de leurs intentions. Et malheureusement, on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde où des idées circulent, où des choses sont faites. On ne sait pas forcément bien pourquoi. Et ceux à qui c'est destiné, on ne leur explique pas non plus très clairement les choses. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Mais pour autant, on va le voir, malgré ce contexte flou et un peu fumeux, tout ça aboutit à des résultats très concrets, très pratiques, avec des incidences pratiques très fortes, notamment pour les courtiers en crédit. Très bien, merci Laurent pour ces précisions. Alors, on va rappeler les dates d'application, les dates d'entrée en vigueur pratique. Oui, dis-nous un mot du calendrier. Oui, bien sûr, avec effectivement une application dès 2022, ou en tout cas au 1er avril 2022. Et ça concernera en fait toutes les nouvelles immatriculations à l'ORIAS pour les courtiers. Et finalement, c'est seulement en 2023, donc au moment du renouvellement des inscriptions 2023, que l'ensemble des courtiers à la fois d'assurance et les courtiers en crédit devront obligatoirement adhérer à une association professionnelle. Exact. Alors, on parle d'une loi très précisément, sans donner son numéro d'immatriculation, qui est une loi du 8 avril 2021, qui est parue au journal officiel le 8 avril. 1er avril 2022, eh bien, on a ce que tu dis, Eric, les nouveaux entrants, les nouveaux courtiers qui ont l'obligation de présenter leur adhésion. C'est une condition d'exercice de l'activité. C'est une nouvelle condition d'exercice de l'activité. Et au 1er janvier, c'est très juste ce que tu dis, avec la particularité quand même qu'il faudra présenter un certificat d'adhésion à une association professionnelle. C'est un peu le pass, ça va être le pass sanitaire du courtage en crédit et en assurance, de moins de 2 mois. Donc, au 1er janvier, il faudra vraiment avoir réglé la question, on va dire, à l'automne 2022. Bon, en gros, pas mal de choses à faire et une année 2022 qui doit être une année de préparation. Clairement, les courtiers qui veulent gérer correctement cette évolution importante devront avoir réglé la question à l'été 2022. Et une précision importante, on a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs des associations professionnelles qui sont, je dirais, dans les starting blocks pour être agréées par la CPR. Et il faut bien avoir en tête que pour un courtier aujourd'hui qui est intermédiaire en crédit et qui
dans le courant de l'année 2022, souhaiterait adjoindre une activité de courtage d'assurance, il devra donc, à ce moment-là, être au préalable adhérent d'une association professionnelle agréée pour pouvoir valider sa nouvelle inscription à l'ORIAS en qualité de COA. Exact, exact. Très bien. Alors, je regarde dans les petits commentaires ce que nous avons. Effectivement, Géraud Cambournac nous rappelle courtier, leur mandataire en crédit et en assurance. Finalement, énormément de personnes vont être concernées par ça. Je n'ai pas forcément les chiffres en tête, Laurent. Je ne sais pas si tu les as. Le nombre de professionnels qui sont concernés, mais en tout cas, c'est plusieurs milliers. Et on imagine évidemment qu'il y aura un gros travail du côté des associations professionnelles pour absorber à la fois les flux, donc les nouvelles inscriptions à l'ORIAS, et pour le 1er janvier 2023, le stock finalement de tous les intermédiaires inscrits à l'ORIAS. Ce qu'on vous propose, c'est une petite présentation, Laurent, d'un ouvrage, Droit de la distribution bancaire, qui est d'ores et déjà disponible à la vente. Sympa. Découvrez Droit de la distribution bancaire, le manuel de référence de chaque IOBSP, dirigeant, courtier, mandataire ou salarié, mais également le distributeur agissant comme salarié d'un prêteur. Parce que votre efficacité commerciale exige la plus grande précision juridique, Droit de la distribution bancaire vous dévoile toutes les informations juridiques utiles et vous explique clairement comment les incorporer à la pratique professionnelle de la distribution bancaire. Droit de la distribution bancaire rédigé par Maître Laurent Denis, en droit avocat, et préfacé par Madame Daisy Facchinetti, secrétaire générale de l'ORIAS, est en vente sur le site emeryt-publishing.com, en format papier et en format e-book. Très bien, et on vous a mis en commentaire le lien pour pouvoir commander l'ouvrage de Maître Laurent Denis. Merci Géraud qui nous confirme en fait le nombre d'IOB qui sont concernés par la réforme du courtage. Je ne sais pas si on peut afficher voilà, la réponse de Géraud, la précision de Géraud Cambournac. Donc c'est 7000 courtiers en crédit et environ 8500 mandataires d'intermédiaires en crédit qui sont directement concernés par la réforme du courtage. C'est clairement une réforme massive, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus, hein. C'est quelque chose qui va être conséquent pour les courtiers et pour leurs mandataires. Et on pourrait même ajouter aussi pour leurs salariés. C'est-à-dire qu'on sait que les salariés ne sont pas à l'ORIAS, mais on sait que les salariés sont soumis à des obligations juridiques. Les salariés de courtiers en crédit et d'assurance sont soumis à des obligations juridiques, notamment en matière de capacité ou de compétences professionnelles. Exact. Alors, un mot justement sur les évolutions pour les associations professionnelles. Finalement, est-ce que toutes vont pouvoir être agréées? Qui va décider de leur agrément, etc. Laurent, tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs comment ça va s'articuler tout cela. Bien sûr, alors quel que soit le point de vue que chacun peut avoir sur l'impact pour les associations professionnelles, là, il n'y a pas de difficulté, à mon sens, pour dire que l'impact, il est énorme. L'association professionnelle d'intermédiaires, de courtiers, d'assurance ou de crédit change de statut. Elle change de statut parce que pour exercer son activité, elle va devoir obtenir cet agrément. Et l'agrément, c'est un terme extrêmement important juridiquement. C'est quelque chose qui est accordé par la Banque de France avec des critères qui sont extrêmement stricts. Et les associations qui pourront proposer leurs services d'adhésion devront avoir cet agrément. Donc, le premier étage de cet ensemble juridique, c'est l'agrément de l'association professionnelle. Il y aura deux mondes. Les associations professionnelles agréées par la Banque de France, la CPR en l'occurrence, son département de contrôle bancaire, et puis celles qui ne le sont pas. Et ça fait un changement radical. Ça fait un changement radical parce que ça met les associations professionnelles, même si c'est peut-être déplaisant de l'entendre comme ça ou de le formuler, mais entre les mains de la CPR et de la Banque de France qui vont être déterminantes pour cet agrément. On commence à avoir une idée de ce sur quoi va reposer l'agrément des associations professionnelles. On retrouve dans les projets de décret qui seront publiés à la rentrée normalement en septembre, on retrouve les classiques de l'agrément, les compétences, l'honorabilité, l'organisation, etc. Mais ce qui est très important et ce que je voudrais souligner ici pour tout le monde, c'est que ce qui va être demandé aux associations professionnelles et qui est un exercice difficile, ça va être de produire des procédures. Les associations professionnelles vont devoir écrire les procédures, notamment les procédures d'adhésion et d'exclusion de membres, et sous des propos très simples, sous des termes très simples,
ça contient des difficultés techniques et des difficultés juridiques qui sont pas insurmontables du tout, mais qui présentent une vraie masse de travail, un vrai sujet. Un vrai sujet, effectivement, et avec une nécessité nouvelle désormais, c'est que les associations professionnelles agréées devront disposer donc d'un mécanisme de contrôle de conformité juridique. Et justement, quid de ce contrôle et de cette conformité juridique? Ce sont tous les enjeux liés à la rédaction des décrets d'application. Et je crois que justement les premiers drafts de rédaction des décrets d'application sont tout juste sortis et qu'ils ont été communiqués aux associations professionnelles qui vont pouvoir faire part de leurs observations. Tu disais, Laurent, sans doute finalisation pour le mois de octobre ou novembre, en fait, c'est ça? Oui, on peut espérer que ce soit le plus tôt possible. La grande tradition en France, c'est de sortir les décrets la veille de leur application. Donc, si on pouvait échapper à ce genre de farce habituelle, ce serait bien. Donc, la rentrée, le plus tôt possible dans la rentrée, c'est bien. On verra ce que sera le calendrier, mais effectivement, les contenus sont connus aujourd'hui. Là, le point important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est tout le débat qu'il y a autour du rôle des associations. Et ce débat se cristallise autour du terme de contrôle. La question est de savoir si les associations professionnelles vont contrôler ou pas les courtiers. Là, les choses sont super claires. On peut avoir tous les débats sémantiques qu'on veut. Il y a dans les termes qui sont employés par la loi même, vérifier, accompagner, il y a des dimensions de contrôle qui sont extrêmement fortes. Et là, on retrouve d'une certaine façon le flou juridique qu'on évoquait tout à l'heure. Tout le monde comprend aujourd'hui un petit peu ce qu'il veut dans ces textes-là. On peut comprendre que l'association a juste un rôle d'adhésion et d'exclusion. Et puis, on peut comprendre que l'association aura peut-être un rôle un peu plus pointu vis-à-vis des courtiers que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et ça, la loi le permet largement. Et donc, les courtiers vont avoir à préparer leur adhésion professionnelle. Ça, c'est le message principal ou l'enseignement principal qui ressort de cette loi. L'adhésion professionnelle, l'adhésion à l'association professionnelle est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas une simple démarche administrative, ce n'est pas une simple démarche d'enregistrement. Je cite simplement un petit exemple illustratif. L'ORIAS n'a pas dans la loi de fonction de contrôle ou de mission de contrôle. On voit bien que le simple échange de justificatifs entre l'ORIAS et des intermédiaires remplit une fonction de contrôle. En réalité, même si ce n'est pas écrit dans la loi, même si ce n'est pas comme ça, même si on peut le dire autrement, en réalité, à partir du moment où on est dans un jeu d'adhésion, d'échange de justificatifs, vous avez une dimension de contrôle qui s'instaure, quel que soit le vocabulaire que vous voulez employer ou l'idée que vous vous faites du texte. Est-ce que, Laurent, peut faire un parallèle avec d'autres professions réglementées, je pense notamment au CIF, qui ont ces mêmes obligations de contrôle par des associations professionnelles. Est-ce que, selon toi, au vu des projets de décret d'application, on va retrouver énormément de points communs ou est-ce que ce sera plus léger, plus lourd finalement pour les courtiers en crédit que pour d'autres métiers réglementés? Sans rentrer dans le détail, on est dans les mêmes objectifs, le même dessin juridique, le même schéma juridique, avec des petites différences de vocabulaire. On voit bien que les associations professionnelles de conseillers en investissement financier, de CIF, ont mis en place une forme de contrôle sur leurs adhérents et que c'est bien une forme de contrôle qui s'est instaurée, elles-mêmes, ces associations, étant contrôlées de façon assez raide par, en l'occurrence, l'AMF, l'équivalent de la CPR pour les CIF. Petit point notable qui intéressera tout le monde. Je suis surpris, et on peut l'être à titre personnel, en tout cas, je le suis, de lire dans la loi que l'association professionnelle n'a pas de rôle de représentation. C'est extrêmement dommage d'avoir oublié, volontairement ou pas, c'est certainement un oubli involontaire, mais d'avoir oublié de mentionner que l'association professionnelle de courtier de crédit ou de courtier d'assurance a un rôle de représentation. C'est le cas pour la loi sur les associations professionnelles de CIF. Très bien. Et alors justement, on a un petit message en commentaire sur le fait que la Direction générale du Trésor attend les réponses des associations sur les projets de décret qui viennent de leur être communiqués pour le 13 juillet, c'est-à-dire mardi prochain. Il reste 3 jours, 4 jours ouvrés. Est-ce qu'on peut imaginer que ce que tu viens de rappeler, Laurent, sur le sujet de représentation, est-ce que les associations professionnelles doivent peut-être ajouter cette mention dans le cadre des... C'est pas fondamental et les décrets ne pourront pas la rattraper puisqu'elle est passée dans la loi. D'accord, oui, c'est ça. C'est la loi qui définit le rôle des associations
et qui le définit comme accompagner, surveiller et accompagner. Voilà, pour ne pas employer les termes de contrôle, surveiller et accompagner. Surveiller, voilà, on voit à peu près ce que c'est. D'ailleurs, la loi décline des actions précises d'association dans lesquelles on trouve 2 fois vérifier. Accompagner, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est accompagner. Je ne comprends même pas qu'on puisse mettre des termes pareils dans une loi. C'est des termes qui n'ont aucune définition juridique. Ce n'est pas non plus inédit. Hein. On a beaucoup de termes de loi qui n'ont pas de définition juridique et qui sont complexes. Agir avec professionnalisme. Pour un courtier en crédit, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc c'est posé, hein, ce texte de loi est posé. Donc les décrets ne peuvent que régler, comme c'est leur vocation, les conditions et les modalités d'application. Très bien. Ok, merci Laurent pour ces précisions. Je vous propose qu'on fasse une toute courte pause pour rappeler que le Salon du Crédit se tiendra les 5 et 6 octobre prochains. Un petit message à ce sujet. Pour l'édition 2021, le Salon du Crédit vous propose pas moins de 5 thématiques de conférences, un véritable temps fort pour les visiteurs, avec au cœur des interventions, la réforme du courtage. Inscrivez-vous gratuitement sur le site internet et rendez-vous les 5 et 6 octobre prochains au Salon du Crédit nouvelle édition 2021, le seul événement national 100% dédié aux professionnels du crédit. Très bien, effectivement, au Salon du Crédit, on organisera évidemment plusieurs conférences qui parleront encore de la réforme du courtage. On en saura justement peut-être un petit peu plus. D'abord sur quelles sont les associations professionnelles qui seront effectivement agréées par la CPR ou en passe de l'être. Et puis évidemment, qu'elles nous expliquent, les associations professionnelles, quels vont être les dispositifs qu'elles vont mettre en place aux côtés des IOBSP pour les accompagner. Je reprends les termes qu'on a cités juste avant avec Laurent Denis. Alors, plusieurs objectifs de contrôle pour les associations professionnelles qui vont être agréées. Je les affiche à l'écran. En premier lieu, ce sera de vérifier les conditions d'accès et d'exercice du métier d'intermédiaire en opération de banque avec 3 points qui sont rappelés ici. D'abord, la capacité ou la compétence professionnelle, à la fois initiale, et ça c'était déjà le cas quand on souhaitait s'inscrire à l'ORIAS. L'ORIAS demandait de justifier de sa capacité ou de sa compétence. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que au niveau de l'association professionnelle, il faudra aussi justifier de sa formation continue. Et là, on pense à la formation des 7 heures pour les intermédiaires en crédit et de 15 heures pour les IAS. Donc, enfin, il y aura une mesure de contrôle pour cet aspect-là. Et là, Laurent, je crois qu'on ne peut pas critiquer la réforme sur ce point, puisque c'était important qu'il y ait vraiment cette surveillance de la formation continue. Là c'est intéressant, Eric, la réforme n'invente rien, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas d'obligation suprême nouvelle pour les courtiers. C'est l'obligation d'adhérer à une association professionnelle qui va entraîner des conséquences nouvelles pour le courtier. Mais tout le reste, c'est des choses qui sont connues. Mais la seule chose, c'est la vraie vérité absolue, c'est que tout ça était très faiblement contrôlé. Tout ça est très faiblement contrôlé. Il y a des contrôles de la CPR, mais la CPR affiche elle-même directement ou via des députés qu'elle n'est pas en situation de contrôler tous les intermédiaires, tous les courtiers, que ce serait une population compliquée à contrôler. Ben voilà, on est dans ce registre-là. Donc, fondamentalement, ce qui fait la différence, c'est que oui, tout ça existait, tout ça existe, tout ça est connu même, on peut dire que c'est connu. Qui ne connaît pas l'obligation de formation professionnelle continue? La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle. Sur ce point de la capacité ou de la compétence, les 2 mots s'emploient alternativement selon qu'on est dans le monde du courtage d'assurance ou du courtage de crédit, on voit bien dans les projets de décret, et ça c'est une conséquence pratique très importante, on voit bien dans les projets de décret que le courtier devra présenter une sorte de tableau, un document qui donne une cartographie de ses préposés et de leur situation vis-à-vis de la capacité ou de la compétence professionnelle. C'est un document que tout le monde devrait avoir, qui est clairement pratiquement inexistant et qui va rentrer dans les décrets d'application si ces décrets d'application sont validés comme on est en train de le dire, mais c'est vraiment une des conséquences pratiques qu'on trouve sur ce sujet-là. Et on rappelle que cette exigence de formation continue s'applique quel que soit le statut d'exercice de l'activité d'intermédiaire, les courtiers, leurs mandataires
et bien sûr aussi les collaborateurs salariés du courtier. Mais ce point, je suis surpris de voir à quel point, y compris dans des très grands réseaux, la compétence professionnelle ou la capacité professionnelle des salariés est absolument méconnue ou ignorée. Alors, autre point de contrôle des associations professionnelles agréées, c'est effectivement le fait de disposer d'un service de médiation de la consommation. Là aussi, c'est une obligation, Laurent, pour tous les professionnels, finalement d'ailleurs, ce n'est pas que pour les intermédiaires en crédit. Tout professionnel doit pouvoir proposer d'une part un service réclamation. Alors ça, pour le coup, en principe, tout le monde a bien ce dispositif en tête. Mais voilà, je te vois un petit peu opiner du chef. Vous avez dodeliné. Non, je ne dodeline pas. Si, vous avez dodeliné. Alors là, on est comme le reste. C'est-à-dire, dans cette liste que tu commentes, Eric, on a des choses qui sont extrêmement faciles et extrêmement simples qu'on ne devrait même pas commenter. L'histoire des compétences professionnelles, il n'y a pas de débat, c'est rien de nouveau, sauf que c'était jamais contrôlé. La médiation de la consommation, même chose, il n'y a rien de nouveau. En plus, c'est super simple. Ce n'est pas le cas des capacités ou des compétences professionnelles qui comportent qui stimulent un peu les neurones. Là, la médiation professionnelle, c'est basique de chez basique. On détermine un médiateur. Dans une association professionnelle, par exemple, on le choisit, on s'inscrit, on le publie. Donc, c'est extrêmement simple. Donc, ça fait partie vraiment des séries d'éléments qui ne mériteraient même pas qu'on s'y attarde. Mais la réalité, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on est nombreux à le constater, je ne suis pas tout seul, et là, pour le coup, je ne froisse aucune opinion. Très peu de courtiers ont fait l'effort, ou peu de courtiers, ou pas assez de courtiers, ou pas tous ont fait l'effort de mettre en place la médiation de la consommation. Donc là, la réforme, la loi sur le courtage met un coup d'appui, de pression sur ce sujet-là pour que tout le monde se mette en conformité, simplement. Alors, ça suscite pas mal de commentaires dans le chat et je vous rappelle, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en direct tout au long de l'émission, la matinale. Et notamment, donc, il y avait une question de Monsieur Roy qui demandait de bien préciser si on parlait quand on parle de cette réforme, elle s'applique bel et bien à la fois aux courtiers et à leurs mandataires. Et à leurs salariés. Et à leurs salariés, effectivement. Et on avait aussi une autre précision d'Elisabeth Decodin de la CNCEF qui indique de ne pas oublier que les formations côté assurance sont là aussi obligatoires. C'est la fameuse formation DDA de 15 heures que les courtiers en assurance connaissent bien et qui là aussi donc sera vérifiée bien sûr par les associations professionnelles agréées chaque année puisque c'est une obligation de formation continue. J'insiste là-dessus, je suis désolé de rentrer dans ce petit niveau de subtilité, j'essaie de le faire très vite. En matière de capacité donc, ou de compétences professionnelles, parce qu'encore une fois, les deux termes sont utilisés selon l'environnement d'assurance ou de crédit dans lequel on se trouve. Merci la simplicité. Il y a évidemment cette question, on peut penser que c'est juste une question de production de justificatifs. Tu as fait tes 7 heures, tu as fait tes 15 heures, mais ça va être plus compliqué que ça. La première question, et qui n'est pas simple en réalité, je suis désolé pour ça, c'est la loi qui est tordue. La première question, c'est de savoir si les collaborateurs qui exercent l'activité ont bien le niveau de capacité juridique qu'exige l'activité qu'ils exercent. Très souvent, par exemple, je ne sais pas si c'est le sens de l'observation d'Elisabeth Decodin, mais très souvent, par exemple, des courtiers en crédit ont décidé que les collaborateurs qui vendaient de l'assurance étaient des intermédiaires de niveau 3. C'est une décision. Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond au droit? Voilà. Donc, il ne suffit pas de dire j'ai des collaborateurs de niveau 3 en assurance et je produis un justificatif. Là, en l'occurrence, pour la formation continue, on est en plus absous de formation continue. Ce n'est pas ce que dit le Code des assurances, mais c'est ce que dit la CPR. Pourquoi pas? Suivons ce que dit la CPR. En tout cas, pas de formation continue pour les intermédiaires d'assurance de niveau 3. Mais la question, c'est est-ce que ces gens-là boxent dans la bonne catégorie? Tout à fait. Alors, toujours dans les objectifs de contrôle de l'association professionnelle agréée, il y a un autre sujet, c'est émettre des recommandations. Mais des recommandations sur quoi, Laurent, justement? Parce que pour moi, c'est assez flou. Je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, c'est aussi très flou, cette notion de recommandation. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus avec les projets de décret? Non, là, à ma connaissance, il n'y a pas de précision dans les projets de décret. C'est une façon de laisser une petite marge de réglementation
à l'association professionnelle. Bon, le vrai sujet, adhérer à une association, pratiquer la médiation, les compétences professionnelles, mettre en place un service d'accompagnement, dresser des statistiques, émettre des recommandations. Voilà, ça, c'est des choses qui se comprennent, qui n'ont pas forcément des impacts démesurés à ce stade sur les courtiers en crédit ou les courtiers d'assurance. Là, ce qui va être très sensible, c'est les termes, les phrases de la loi qui commencent par vérifier les conditions d'accès, vérifier les exigences professionnelles et organisationnelles. Voilà la phrase qui va poser des difficultés parce que c'est celle qui ouvre un champ flou de responsabilité pour l'association et de conséquences éventuelles pour le courtier. Donc, on peut penser que les recommandations, par exemple, vont aider à perfectionner les exigences professionnelles et organisationnelles des courtiers en crédit et des courtiers d'assurance. À mon avis, d'abord, il va se passer du temps avant que les associations professionnelles soient agréées. Je serais assez surpris que les agréments arrivent avant la fin du premier trimestre 2022. Et deuxièmement, il va encore se passer évidemment du temps avant que les associations professionnelles ne leur en déplaise éventuellement, soient en mesure et en capacité d'émettre des recommandations, parce qu'émettre des recommandations, c'est un travail pratiquement de législateur, pratiquement de fabricant de normes, et de toute façon, ça nécessite un temps d'observation. On ne va pas pouvoir dire aux gens, clac, vous adhérez, j'ai tout de suite des idées pour vous. On a une question très intéressante de Nadège Houberton qui demande s'il existe des fiches de poste justement décrivant les fonctions des collaborateurs par rapport à la dimension crédit, par rapport à la dimension assurance. Justement, on peut imaginer que ça soit un des accompagnements par les associations professionnelles, ce type d'éléments. C'est un service d'accompagnement, c'est une recommandation pour l'organisation des courtiers. Oui, merci Nadège pour cette question très juste, mais c'est intéressant aussi la façon dont tu la reformules, Eric, parce que l'association va avoir un rôle de vérification. Elle va avoir un rôle d'accompagnement. Dans quelle mesure elle fournit les outils qu'elle est chargée de vérifier? Ça, aujourd'hui, on ne sait pas, et peut-être que on va les inviter toutes à partir de la rentrée. On va compléter notre émission du mois de juillet par un dialogue direct avec les associations professionnelles qui pourront s'exprimer très librement sur les mêmes sujets sur lesquels on s'exprime nous-mêmes très librement. Donc, quelle va être la balance, quel va être le jeu entre vérifier et accompagner? J'ai dit tout à l'heure qu'accompagnement, c'était très difficile de comprendre ce que c'était juridiquement. Voilà, donc c'est des choses qu'on va voir. Mais en tout cas, quelle que soit la façon dont ça se passe, ce que souligne Nadège Houberton est parfaitement juste, et c'est ce qu'on retrouve dans les décrets, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure. Au bout du compte, il va falloir pondre un document qui dit, par exemple ici, comment je suis les capacités et les compétences professionnelles, et ça passe par des fiches de poste, ça passe par le fait de fixer quels produits je vends, comment je les vends. En assurance, c'est une dimension importante de la capacité professionnelle. Si je suis dans un bureau supervisé par quelqu'un ou à l'extérieur tout seul, ce n'est pas la même capacité professionnelle, ça n'existe pas en crédit. Voilà, donc oui, ce travail de documentation, on va dire de formalisation. Aujourd'hui, pour finir là-dessus, très souvent, les courtiers font ce travail, on ne va pas dire rapidement, mais informellement en tout cas, très souvent avec échanges et conseils précieux des organismes de formation professionnelle, qui sont aujourd'hui très au point sur ces sujets-là. Mais là, il va falloir avoir un document interne prouvant qu'on a bien respecté la législation en la matière. Très bien, merci Laurent. Alors, je voulais aussi revenir sur un point de la réforme, un point que je trouve pour le coup très intéressant et qui, à mes yeux, va être utile pour l'ensemble de la profession. C'est le fait que de rendre obligatoire l'adhésion à une association professionnelle agréée donc par la Banque de France, ça va permettre, enfin, j'allais dire, de collecter des statistiques. On le voit aujourd'hui, on a très peu d'éléments chiffrés. Alors, on connaît le nombre d'inscrits à l'ORIAS et Géraud nous a rappelé tout à l'heure voilà, le nombre de personnes concernées. Mais finalement, déjà, on ne connaît pas le nombre de salariés, on ne connaît pas le chiffre d'affaires moyen par structure, etc. Finalement, là, Laurent, c'est aussi un point qui va être intéressant pour l'ensemble de la profession, d'en savoir un petit peu plus sur qui fait quoi, comment, combien. Cette prise de conscience est enclenchée depuis plusieurs années de donner une vision du marché et de l'activité des intermédiaires. C'est très bien que ce soit entre les mains des associations et que la loi envoie un petit aiguillon pour le faire. Je rappelle juste que les banques françaises répondent tous les ans à un questionnaire, dit questionnaire de commercialisation, de distribution commerciale, dans lequel elles fournissent à la Banque de France
des quantités phénoménales de statistiques. Ce questionnaire, le cadre existe, on le connaît, hein, porte notamment sur des questions de distribution et sur la part des intermédiaires et des courtiers dans la distribution. Donc ces statistiques, je ne sais pas si elles sont traitées, je ne sais pas si elles sont utilisées, en tout cas je sais qu'elles ne sont pas publiées, mais on sait qu'elles sont collectées. Donc c'est très bien que les associations professionnelles, et ça c'est une des dimensions sympathiques évidemment de la réforme, hein, que les associations des courtiers eux-mêmes, que les courtiers eux-mêmes prennent en main leurs activités. Le point central pour les courtiers, le point vraiment fondamental pour l'année 2022, c'est qu'il faut comprendre que le contrôle devient un sujet. C'est qu'il faut comprendre que le contrôle n'a pas été un sujet depuis près de 10 ans, depuis l'entrée en vigueur de la réforme du 15 janvier 2013. Le contrôle devient un sujet et on ne peut plus mettre de l'informel, de l'à peu près ou de l'approximation dans le contrôle. On va en avoir besoin. Le courtier va avoir besoin de justifier de son état de conformité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. S'il veut sécuriser son adhésion à l'association professionnelle, sécuriser ses échanges avec l'association professionnelle, les courtiers vont avoir besoin de compteurs de conformité juridique, de baromètres internes ou de thermomètres, comme on veut, de conformité juridique. C'est des sujets sur lesquels il n'y avait pas de regard aujourd'hui et sur lesquels 10 ans de pratique de la nouvelle loi montrent, on a donné quelques exemples tout à l'heure, qu'il y a encore des écarts très forts. Les associations professionnelles vont avoir la même exigence. Elles vont devoir devenir des expertes en matière de mesures de conformité. Donc, la question de l'évaluation et de la mesure de conformité, cette question du compteur de conformité d'un courtier en crédit ou d'un courtier d'assurance, va être centrale en réalité, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, et quelle que soit la manière dont on présente les choses. Voilà l'enjeu pour un professionnel, pour un indépendant, pour un courtier, qu'il soit dans un réseau ou qu'il soit tout seul. Et alors, justement, Laurent, comment ça peut se mesurer, le niveau de conformité juridique pour un courtier? Bon, c'est un sujet difficile à dépeindre en quelques secondes, mais je vais en donner juste le schéma pratique. Il est tout à fait élémentaire, enfin, c'est niveau maternel. Ça consiste à recenser toutes les normes juridiques applicables. Il faut avoir la liste de toutes les normes juridiques applicables, code monétaire et financier, code civil, code de la consommation, code des assurances, recommandations de la CPR, jurisprudence éventuellement, la liste de toutes les normes applicables et de regarder en face si on a une correspondance, si on applique ces normes. Je prends un exemple très simple pour que ce soit parlant, je le prends et le puise dans ce qu'on a déjà dit. Le Code de la consommation, l'article L611.1 du Code de la consommation fait obligation à tous les professionnels d'avoir un médiateur de la consommation. J'utilise différents documents qui me permettent de communiquer avec les clients des informations en tant que courtier. Mention légale, le site internet, mon contrat, etc. On ne va pas faire la liste complète. Est-ce que je retrouve cette information? Oui ou non? Il faut avoir une optique, si on veut être efficace en matière de mesure de conformité, c'est peut-être le deuxième point, bien faire la liste des normes, vérifier qu'elles sont répercutées dans l'activité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir, il n'y a pas de demi-mesure en matière de conformité. La conformité, c'est binaire. C'est soit on est conforme, soit on est non conforme. Au final, on peut avoir une note, hein, on peut s'évaluer, on peut se donner une note sur 20, voilà, avec des familles d'obligations, enfin, c'est la méthode qui est en général utilisée. Mais c'est binaire, on ne peut pas dire je remplis à peu près, et j'insiste là-dessus et je termine là-dessus. On ne peut pas dire non plus je parviendrai à convaincre un contrôleur de la CPR, de la DGCCRF, demain d'une association professionnelle, je parviendrai à le convaincre que ce que je fais finalement, c'est pas si mal que ça. Ça vaut plus grand-chose. Très bien, merci beaucoup Laurent pour ces éléments. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Je check justement pour m'assurer qu'on n'a pas oublié de sujet en particulier. Je rappelle que nous avons lancé une invitation à l'ensemble des associations professionnelles pour 4 émissions à la rentrée, qu'elles seront toutes là. Elles ont toutes répondu très promptement et très positivement. Donc, on est très heureux d'organiser une discussion avec elles. On a prévu une série de questions. On n'a plus le temps aujourd'hui de les lister, mais tout le monde les découvrira. Donc, il y aura une série de questions, les mêmes qui seront posées aux associations professionnelles. Et voilà, et tout le monde pourra se faire une idée de l'état d'avancement, du point de vue que chaque association ou chaque personne dans une association, parce qu'il y a aussi des débats à l'intérieur des associations, peut avoir sur la réforme.
Et encore une fois, nous, ce qui nous intéresse tous les deux, Eric, hein, dans l'optique de la matinale, c'est concrètement qu'est-ce que le courtier a à faire demain matin. Ici, on a fait passer des messages très clairs là-dessus. Hein. Avoir un baromètre, un compteur ou une mesure de conformité, ça va être un vrai sujet d'ici un an, d'ici l'été 2022. Tout à fait. Très bien. Alors, en tout cas, merci à tous les auditeurs qui nous ont rejoints ce matin. Comme d'habitude, bien sûr, le replay va être disponible dans les prochaines heures sur YouTube. N'hésitez pas à liker nos vidéos. Ça nous aide, ça nous conforte aussi dans le format de l'émission que nous vous proposons. Il suffit d'un petit pouce sur YouTube et ce sera très sympa. En attendant, donc, on se donne rendez-vous à la rentrée. Laurent, tu l'as rappelé, on va avoir une série de 3 émissions jeudi 2 septembre, jeudi 16 et jeudi 30 septembre, avec en invité à chaque fois l'ensemble des associations professionnelles et syndicats. On vous souhaite évidemment de passer un très bel été. On remercie nos amis Robert Bessoudo et Philippe Rivat qui œuvrent en régie pour assurer cette émission. Et voilà, rendez-vous 5 et 6 octobre prochain au Salon du Crédit, au Paris 27h. D'ici là, passez un très bel été. À bientôt.